Sur ce sujet du handicap, Nathalie a ouvert, tout à l'heure, en citant le Pharmacon de Bernard Stiegler, qui porte l'idée que le numérique est à la fois un remède et un poison. Et en évoquant, Pablo, tu le disais aussi là, la marche en avant très rapide. Nathalie a évoqué, je crois, le caractère inéluctable. Alors, je voudrais revenir avant d'entrer sur le cœur plus technique de notre partage aujourd'hui, euh, sur le fait que il n'y a pas que la pensée de Stigler, même si je suis assez en phase. On essaye chez Noésia de contribuer à un numérique juste, ou un numérique acceptable. Euh, on est rue Jacques Ellul à l'IUT, et Jacques Ellul, avec Bernard Charbonneau, euh, étaient des penseurs de la technologie comme fait politique. Et dans leur pensée à tous deux, il y a l'idée que la technologie en soi est antidémocratique. C'est-à-dire qu'en mettant en place des dispositifs technologiques, notamment numériques, en fait, on fait le choix d'une forme de dictature technopolitique. Donc, c'est important, je trouve, de ramener cette pensée de façon à ne pas laisser toute la place à Stigler, même si sa pensée est vraiment intéressante. Euh, Ça se rejoint avec l'intervention la semaine dernière de Romy du M. Verdière pendant à 11Y Paris sur l'accessibilité numérique, qui rappelait la réalité de l'accessibilité numérique en faisant 3 tiers. Elle présentait une pyramide avec 3 tiers en disant en fait, euh, on a un tiers des personnes en France, mais je pense que enfin, ça se transpose dans d'autres pays du Nord global, un tiers des personnes qui n'ont pas du tout accès au numérique. C'est-à-dire que soit ces personnes n'ont pas de réseau, pas de dispositif, pas de connaissances suffisantes pour accéder euh, aux, aux outils numériques, aux dispositifs numériques, et un tiers des personnes qui est totalement à l'aise avec les outils numériques. Alors ici, en MMI à Bordeaux, les gens appartiennent beaucoup à ce tiers. Euh, En fait, quand on parle d'accessibilité numérique, c'est important de remettre le contexte. Et un tiers du problème qu'on a créé de toutes pièces avec la technologie. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas l'accessibilité numérique, le problème, c'est le numérique. En fait, en forçant le passage par des dispositifs numériques, on a exclu de fait un tiers des personnes aujourd'hui qu'on ne pourra pas réintégrer, sauf à dénumériser ou à fournir des alternatives au numérique pour absolument toutes les parties de la vie quotidienne. On parlait de l'État tout à l'heure. Euh, Ça veut dire maintenir des guichets de proximité, ça veut dire maintenir des manières de faire qui n'imposent pas le passage par le numérique. Ce qu'on va présenter aujourd'hui s'inscrit dans le tiers du milieu, c'est-à-dire il y a un tiers qui n'a pas besoin d'aide, qui sait déjà bien se débrouiller avec le numérique, un tiers pour qui on ne peut pas agir. Et en fait, ce tiers-là, c'est important d'en parler parce que quoi qu'on fasse, les solutions numériques qu'on va apporter font partie du problème. C'est là que je voulais revenir par rapport à Stigler tout à l'heure, c'est que il ne suffit pas de faire le numérique correctement. Il faut aussi considérer qu'il faut ne pas faire de numérique pour tout, ne pas rendre le numérique indispensable. Qu'est-ce qu'on fait pour ce tiers du milieu? On essaye de fabriquer des outils numériques, des dispositifs numériques qui sont accessible. Alors la présentation de Romy portait sur la différence entre le design inclusif et le design accessible. Alors en termes simples, sa présentation était super, il doit y avoir un replay disponible. Euh, on essaye de n'exclure personne. Donc on essaye de faire du numérique qui est utilisable par tout le monde. Romy parlait de l'HTML comme d'une partition qui va être lue de différentes manières par différents périphériques. Alors, ce qu'on propose de faire là, avec vous, c'est de prendre un cas, euh, le site de l'IUT Bordeaux-Montaigne, qui est le prototype euh, de, du commun numérique libre au SUNY que l'on développe chez Noesia depuis 1 an et demi, de prendre ce cas et d'illustrer de façon très très concrète, c'est un petit peu les mains dans le cambouis, d'illustrer comment on rend un site accessible. Alors peut-être pas à tout le monde, ce serait un peu présomptueux de notre part de dire que tout le monde peut accéder, mais au moins à beaucoup. Et
dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on a déjà pas mal de personnes qui nous ont fait des retours, notamment des personnes aveugles, qui nous ont dit, bah, là, en fait, il y a un problème spécifique, donc on prend le point et puis on le résout, et je crois qu'il y a voilà, cette démarche au cœur. Donc, je vais laisser la parole à Olivia pour nous parler des référentiels qui nous aident pour structurer une démarche numérique accessible. Merci Arnaud. Faut savoir que je suis alternante depuis presque un an chez Noesia et j'ai fait un stage auparavant durant lequel j'ai pu me former sur l'accessibilité numérique. Et par rapport à l'accessibilité web, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme le jeu vidéo. On a bien des checklists internationales, on a des référentiels européens et même un référentiel français. Donc la norme internationale, c'est ce qu'on appelle le WCAG, donc Web Guideline, Web Content, Web Accessibility Guidelines. Il est dans sa version 2.2 et donc là on a trois critères, trois types de critères, des critères A, des critères AA et des critères AAA. Il faut savoir que le référentiel européen ne prend en compte que les critères A et AA parce que il considère que les AAA sont relativement irréalisables ou en tout cas compliqués à mettre en place. C'est par exemple proposer une interprétation en langue des signes pour chaque vidéo. Effectivement, c'est un peu difficile à faire, par exemple sur le site de l'IUT. Donc ça ne les prend pas en compte. Et le référentiel français, c'est le RG2A, référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité. Et lui est une traduction globalement du modèle européen et permet en 106 critères, il me semble, d'évaluer à quel point un site est accessible. Il faut savoir en web que lorsqu'on dit qu'un site est accessible, par exemple celui de l'IUT a été déclaré entièrement conforme, c'est en réalité pas réel parce qu'effectivement, on ne remplit pas tous les critères du WCAG. Donc, on est conforme au référentiel européen et au référentiel français dans la limite des critères qui sont applicables. Par exemple, sur le site de l'IT, il n'y a pas de formulaire, on n'applique donc pas les critères liés au formulaire. Pour évaluer ces critères, on utilise des outils. On avait auparavant une feuille Excel assez indigeste avec tous les critères qu'on devait remplir page par page parce qu'on évalue en moyenne entre 10 et 20 pages d'un site pour que ce soit cohérent avec différents contenus, des vidéos, des textes, des images, etc. Des formulaires s'il y en a. Et donc maintenant, on a le gouvernement qui a publié l'outil ARA qui permet avec des formulaires et juste des inputs de remplir super rapidement des audits plus ou moins complets en fonction du temps qu'on a à consacrer. Par rapport à ce temps, il ne faut pas être effrayé. Un audit, ça ne prend pas énormément de temps. Il faut juste bien s'y mettre. Il faut être aussi pas trop effrayé par les outils qui sont à nos dispositions et qu'il faut utiliser. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps en fait, de comprendre le code. Il faut comprendre également comment est-ce que fonctionne un lecteur d'écran, comment est-ce que font les personnes malvoyantes pour lire ces écrans. Sur Mac, on utilise VoiceOver. Sur Windows, en gratuit, il y a NVDA. Et donc, c'est des lecteurs qui vont venir parler dans notre oreille pendant très longtemps sur chaque page. Et ça, il faut l'apprivoiser et au fur et à mesure, on s'en sort un petit peu mieux. Et ça permet également de comprendre quelles sont les difficultés des utilisateurs et des utilisatrices en situation de handicap, ce qui fait que ça nous rapproche un petit peu plus de comment est-ce qu'on va développer notre site pour convenir à ces personnes-là. Voilà. Ok. Il faut savoir qu'en France, tous les sites ne sont pas concernés légalement par des obligations d'accessibilité. Néanmoins, les sites publics le sont. On a par exemple des cas où des sites du rectorat à destination des élèves de collège ne sont pas accessibles. C'est quand même assez triste. On parlait tout à l'heure de l'éducation. On a quand même des sites de l'éducation nationale qui ne sont pas accessibles et c'est écrit ouvertement, sites non conformes. On est donc sur des situations en France qui sont assez tristes. On a été épinglé par l'Union européenne très récemment par rapport au fait qu'on était assez hostile aux personnes en situation de handicap et que la France n'est pas très accessible. Alors que c'est complètement faisable, rendre un site web accessible, c'est très simple. Par exemple, si vous voulez vérifier en une étape si le site sur lequel vous êtes est accessible, vous faites tab à l'arrivée sur un site et si ça vous ouvre un menu, ça veut dire que le site a déjà pris des démarches par rapport à l'accessibilité. On a par exemple, voilà, accéder au menu principal, accéder au menu, accéder à la barre de recherche s'il y en a une. C'est nécessaire et c'est obligatoire dans le cadre de l'accessibilité. Techniquement, tous les sites publics donc, sont censés le faire, mais je vous propose de faire le test chez vous. Vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. Bonjour à tous.
On peut vous parler de la navigation à la tabulation, par exemple. Donc les sites doivent être consultables aussi et navigables au clavier. Ça fait partie des critères en fait, d'accessibilité. Dans le cas où il y a un handicap de moteur, on ne peut pas servir d'une souris ou alors on a des périphériques spécifiques. C'est un cas qui paraît tout bête, mais en fait, il y a beaucoup de sites qui ne sont pas du tout navigables uniquement au clavier. Pour naviguer, on va utiliser les touches tabulation et mâche tabulation pour avancer et revenir, et la touche entrée ou espace pour ouvrir et naviguer. Et ce genre de petites choses, ça paraît assez logique de le mettre en place, mais en fait, il y a une grande majorité des sites web qui ne le font pas. Donc pour mettre ça en place, la plupart, quand on respecte déjà le HTML sémantique, quand on utilise les bonnes balises HTML, en fait, il y a déjà beaucoup de choses qui sont réglées. Il s'avère qu'il y a beaucoup de problèmes d'accessibilité, notamment parce que en fait, c'est mal utilisé, c'est mal développé pour une grande partie du web. Ensuite, pour ce cas-là précis, on va aussi ajouter un petit peu de JavaScript que vous connaissez pour pouvoir écouter des événements, ouvrir des volets, les déplier, les fermer, etc. Ça tient en très très peu de lignes de code, en réalité. Il y a des outils qui nous permettent aussi de tester. Donc on a vu pour remplir les audits, l'auditara par exemple, on a aussi des outils, des extensions qui nous permettent de nous aider en fait à réaliser les audits. Donc ça ne fait pas tout, parce qu'il faut forcément il faut un humain derrière la machine pour constater que c'est bien, que ça fonctionne correctement. Et ici, on va voir l'arbre sémantique avec la hiérarchie d'éthique qui est très important pour rétribuer, en fait, pour restituer aux utilisateurs les contenus de la page et comment c'est organisé. Il y a les niveaux de contraste dont on a déjà parlé tous ensemble, notamment, et qui vont nous permettre de remplir tout ça, de vérifier un petit peu que les niveaux de contraste sont OK, que les liens sont bien navigables, qu'ils possèdent bien des titres, etc., etc. Donc on va s'assurer en fait qu'un lecteur d'écran, notamment, puisse préciser à l'utilisateur ceci est un bouton, ceci est un lien, ceci est un champ de formulaire, ceci est une image, etc. Donc ça fait partie de ça. Il y a une chose sur laquelle alors c'est la partie technique, ça. Donc en tant que développeur intégrateur, on peut gérer. Il y a une partie aussi des contenus accessibles qui sont liés en fait aux contributions. Donc les contributeurs, les personnes qui vont remplir les back-office, les espaces d'administration des sites web. En fait, il y a aussi, ça on n'a pas la main là-dessus, évidemment, en tant que développeur, en tant que producteur de solutions informatiques en tout cas. Donc en fait, ce qu'on peut faire, nous on essaie de mettre en place, c'est d'aider avec des tests automatisés un petit peu les contributeurs à remplir correctement les contenus. Par exemple, voici le back-office d'un site web où en fait on peut générer des blocs de contenu sur lesquels, alors je vais essayer de faire avec les mains. En fait, on va mettre des petits labels ici pour préciser que ce contenu-là n'est pas accessible. Quand on va aller modifier le contenu en question, ici on nous montre des erreurs d'accessibilité avec les références des critères RG2A. Donc ici on nous précise que c'est un bloc vidéo qui n'a pas de titre et non plus il n'y a pas de transcription textuelle à la vidéo. Donc si on a une personne qui a une situation de handicap ou un handicap auditif, effectivement, ne sera pas capable de lire le contenu de la vidéo s'il n'est pas sous-titré directement. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place pour aider les contributeurs à réaliser, à créer des contenus accessibles. Du coup, et ça fait aussi de la sensibilisation au passage. Ce qui est important de voir avec cette démonstration, c'est que ça n'est pas si difficile. En fait, il y a une petite partie qui est liée au design, par exemple au taux de contraste. Ça s'explique assez facilement. Une partie qui est liée aux contributions, qui peut être un peu délicate, notamment coûteuse, la question du sous-titrage des vidéos, de la transcription de la langue des signes, et une grosse partie des critères qui sont liés au développement. Comme l'a dit Alex tout à l'heure, souvent les sites ne sont pas accessibles juste parce qu'ils sont mal développés. Ce qui pose une question qui est liée en fait au niveau de formation des équipes qui travaillent sur le dev, et puis aussi aux enjeux des organisations qui les financent. C'est-à-dire que concrètement, il y a des lois qui imposent la mise en accessibilité depuis plus de 10 ans, avec des amendes qui ne tombent jamais. Donc en fait, à un moment,
on a pu observer au passage au RGPD, les entreprises s'affolaient, on aurait dit que quelqu'un avait donné un coup de pied dans la fourmilière, tout le monde s'affolait dans des délais extrêmement courts pour vérifier la conformité des données avec le règlement général sur la protection des données. Et les sanctions tombaient, et c'était des sanctions significatives. Sur l'accessibilité, en fait, il n'y a pas de grosses difficultés techniques. Il faut juste que les sanctions tombent. Tant que les amendes pour non-respect de l'accessibilité ne tombent pas, en fait, une grande partie de la communauté, le terme n'est peut-être pas juste, une grande partie des personnes qui opèrent des services numériques vont continuer à ne pas s'en préoccuper beaucoup. Il y a un effet, par exemple, assez pervers des dernières actions du gouvernement. C'est la volonté, à travers l'Observatoire de l'accessibilité des services numériques de l'État, d'arriver à un seuil de 75%. En fait, 75%, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut utiliser le service. Ça veut dire que 75% des critères sont remplis. Mais pour autant, on peut se retrouver dans une situation où l'Observatoire va dire c'est bon, 75%, l'audit est fait, les obligations sont remplies, mais le service n'est pas accessible en fonction des handicaps. Et donc, en fait, il faut sortir de la vision critère, pourcentage, et passer à une vision de personnes, d'usagers, de parcours, en permettant d'abord de faire sans numérique du tout, et ensuite, si on veut faire avec du numérique, en vérifiant, ce sont des questions qui sont posées dans la communauté de l'accessibilité, non pas un taux de conformité avec un ensemble de critères, mais une capacité à faire différents scénarios qui correspondent à des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des critères qui ne sont pas respectés, mais qui ne vont pas empêcher d'agir, et puis d'autres critères qui peuvent valoir le même point, mais qui, eux, vont empêcher la personne. Et ça, en fait, il faut passer d'une logique du pourcentage à une logique du résultat, c'est-à-dire que tout le monde puisse opérer et puisse utiliser le service, et puis d'une logique de la loi qui est là, mais qui n'est jamais suivie de sanction, à une logique de la sanction économique, de façon à ce que ça ne soit plus une option. Tous les services numériques doivent être accessibles. Et pour ça, il faut agir sur la formation. Alors ici, on a mis à Bordeaux-Montaigne, on est déjà très sensible sur le sujet et on va continuer à travailler. Mais suite à l'intervention, la conférence que j'ai eu le plaisir de donner avec Gaël Charpentier pendant A11Y Paris la semaine dernière, on a mis en place avec Engie Guerchet, qui est de l'Université Bordeaux, référent accessibilité à l'Université Bordeaux, une initiative qui s'appelle A11Y Université, A11YuniversitéES.org. L'idée est de rassembler les ressources, les personnes qui peuvent enseigner l'accessibilité, donc les ressources pour former et se former, et un annuaire de personnes qui peuvent intervenir dans les différentes écoles, dans les différentes universités, de façon à améliorer l'enseignement de l'accessibilité. Ça ne fera pas tout. S'il n'y a pas de sanctions, s'il n'y a pas de simple application de la loi sur l'accessibilité, ça va rester assez difficile de contraindre l'ensemble des acteurs. Mais on peut imaginer un effet de ciseau assez vertueux entre, d'un côté, une loi qui concerne plus de monde. Je crois qu'en 2025, toutes les structures de plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires vont être contraintes également. Aujourd'hui, je crois que c'est 250 millions, donc ça fait des structures plus grosses. Donc, beaucoup d'organisations vont avoir cette obligation de mise en accessibilité, et c'est super. Si c'est suivi d'effets en termes d'amende, il va y avoir beaucoup de travail pour remettre tous ces sites en accessibilité. Et s'il y a d'une part des outils accessibles et d'autre part des personnes, bien formées et capables de mettre en œuvre des dispositifs numériques accessibles, on n'aura pas résolu le premier problème évoqué par Élule et Charbonneau, mais en revanche, sur le deuxième tiers, des personnes qui ont des difficultés, on aura, je crois, réussi à mettre en place un numérique que Stigler aurait pu appeler de ses voeux. Merci. Eh bien, je vous remercie tous les trois pour cette présentation qui fut très intéressante, très instructive. On a appris beaucoup de choses. Alors, j'aurais quelques questions à vous poser sur l'accessibilité numérique. Déjà, j'aimerais savoir, du coup, selon vous, il y a à peu près combien de pourcentage des sites Internet, les plus connus évidemment,
qui respectent ces lois d'accessibilité WCAG ou RGAA? Je ne sais pas, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Non, j'ai pas le chiffre, moi. Trop peu. Ok, très bien. Donc vous avez pris pour exemple aussi le site de l'UT Bordeaux-Montaigne. Alors j'ai entendu dire qu'il a été développé grâce à un outil que vous avez développé chez Noesia qui s'appelle Osuni. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Non, je veux juste dire par rapport à la question d'avant que le gouvernement a mis en ligne un design accessible qu'on peut utiliser gratuitement. Donc ça fait partie des ressources qui peuvent aider à faire un site un petit peu accessible facilement. Bon, par contre, c'est un petit peu, c'est pas très sexy, quoi, c'est tout. Voilà. Donc oui, je parlais tout à l'heure d'Osuni, le logiciel libre, le commun numérique sur lequel on travaille depuis le démarrage de Noesia. Il y a quelque chose d'assez agaçant avec cette non-accessibilité des dispositifs numériques, parce qu'en principe, quand on veut regarder une image JPEG, on n'a pas besoin de recoder le codec JPEG, quoi. Le numérique permet normalement d'encapsuler des procédures assez simplement. Donc en théorie, ce serait assez simple d'intégrer l'ensemble des bonnes pratiques d'accessibilité dans un dispositif. Et si un outil comme WordPress, par exemple, l'avait fait, ou si des outils assez répandus et utilisés l'avaient fait, et ben en fait, on n'en serait pas là. Parce qu'il y a quelques outils qui sont développés à partir de rien par des développeurs et développeuses, mais il y a quand même beaucoup d'outils qui utilisent, qui partent d'un cadre de travail, que ce soit un thème, enfin, ou des bibliothèques d'outils. Et on paye aussi l'immaturité, le manque de qualité de la communauté du dev web. Si les choses étaient mieux faites, avec plus de soin, en fait, les sites seraient plus accessibles tout simplement. Donc ce qu'on essaye de faire avec le thème Osuni, c'est pas du tout innovant, c'est juste de faire correctement du web. Donc de faire un thème dans lequel on respecte l'ensemble des points du WCAG, du RG2A, et dans lequel on donne des outils pour d'autres devs qui vont faire des sites sur la base du thème qui est disponible. Et pour des personnes qui vont contribuer, mettre en ligne des contenus, on essaye de rendre facile le respect de l'accessibilité. Ce qu'on peut ajouter là-dessus, c'est que c'est un échange perpétuel aussi. C'est un outil qui est libre en open source, sur lesquels les gens en fait peuvent remonter les bugs. Et en fait, le retour d'expérience est hyper important. On n'en a pas trop parlé là, mais c'est un échange continuel en fait. Hein. C'est tout le temps tester, retester. Il y a une grande variété de handicaps et de situations de handicap. Donc évidemment, c'est quand quand on n'en vit pas ou qu'on n'est pas entouré de personnes forcément en situation de handicap, on ne se rend pas compte. Et le développeur va penser son site web pour un écran, avec un clavier, avec de l'audio, etc. Et une souris, du coup. Donc on a besoin de ces retours utilisateurs systématiquement, en fait, et de les corriger. Donc le fait que ça soit en libre accès et open source, ça facilite évidemment de maintenir la solution et de monter en qualité. Bien, merci beaucoup. Alors avant de continuer, j'ai d'autres questions évidemment, mais je vais demander au public si le public a des questions à vous poser. Oui. Et c'est comment on répond en fait comment on est conforme pour rendre son site accessible. Mais du coup, c'est ce qu'on a vu avec un petit peu les référentiels RG2A et WCAG. Notamment, en fait, on répond à des critères. Donc, il y a tout un tas de critères, une liste de plein de critères. Et notamment, il y a des notations A, AA, AAA, en fait, qui vont permettre de donner le niveau d'accessibilité. C'est-à-dire qu'un critère A, c'est presque en fait, enfin, c'est utile pour tous parce qu'en fait, c'est un critère qui est tellement basique. C'est genre éviter de mettre une typo noire sur un fond gris foncé, quoi. C'est à peu près ça l'idée. Et du coup, plus on monte, en fait, plus on est spécifique et ça demande des contributions plus élevées. Ce qu'Olivia disait tout à l'heure avec certaines règles en triple A, du coup, qui ne sont pas appliquées dans le RG2A en France, du coup,
parce que ça nécessite effectivement de faire des traductions de vidéos très poussées, des transcriptions de vidéos très poussées, par exemple, notamment. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Ouais. En fait, la question est très bonne et la réponse n'est pas du tout facile. Les bases, c'est un petit peu dans ce que je comprends, comme si tu demandais si il y a des gains rapides, des choses à faire, des essentiels un peu. Et dans ma perception et en observant Olivia, Alexis soigner progressivement ce thème et monter en qualité, en fait, c'est pas vraiment, il n'y a pas de big idea ou de gros concepts ou d'innovation majeure. C'est pas du marketing ou des trucs comme ça avec une grosse idée. C'est du soin, de l'artisanat. C'est beaucoup de petites choses qui vont faire que tous les cas sont correctement gérés. Et donc, de la même manière que la responsivité, on se rend compte que à telle et telle taille d'écran, en fait, peut-être que telle grille, elle pose un problème et qu'il faut la remettre de cette façon-là. Là, c'est, par exemple, peut-être que tu peux raconter le cas du Focus Trap. Je voulais aussi ajouter que par rapport aux bases de l'accessibilité, Bootstrap, par exemple, est super accessible et respecte beaucoup de principes du WCAG. Le WCAG qui va proposer dans un de ses liens des espèces de bonnes pratiques ou en tout cas comment est-ce qu'on rend un modèle accessible, comment est-ce qu'on rend un menu accessible. Et nous, on a essayé de faire pour les journaux d'Osuni, donc les revues publiées via les sites Osuni, donc un focus trap, c'est-à-dire un piège du focus au clavier, parce que dans les règles de l'accessibilité, il ne faut pas de piège au clavier. Qu'est-ce que c'est un piège au clavier? C'est je suis sur mon modal et je tabule pour aller vers les liens qui y a à l'intérieur. Et je me retrouve en fait à tabuler après mon modal, c'est-à-dire je me retrouve dans le footer. Comment est-ce que ça se fait? Ça, c'est un piège au clavier. Et en fait, ça se règle avec du JavaScript. On va aller détecter quel est le premier élément tabulable, quel est le dernier élément tabulable. Si je me retrouve sur le dernier, pif, je repars sur le premier, etc. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est ça. Hein. Et il faut l'appliquer. Donc, c'est vraiment des toutes petites choses dont il faut avoir conscience. Et comment est-ce qu'on en prend conscience? On va un petit peu lire WCAG, on regarde le RG2A, on lit et à force de faire, en fait, on va pas avoir la science infuse d'un coup. Et c'est au fur et à mesure qu'on améliore notre pratique, on améliore nos sites. Je tenais à dire que par rapport à l'accessibilité, dès lors qu'on respecte les bonnes pratiques d'UpQuest, on a quand même beaucoup, beaucoup de bases en accessibilité. Donc, si déjà ceux qui n'ont pas fait la formation, donc les 1A, vous pouvez vous renseigner sur UpQuest, regarder un petit peu quelles sont les règles. Par exemple, vous tapez dans la barre de recherche images et vous voyez quelles sont les règles. Ça va parler par exemple du texte alternatif. Et après, vous cherchez par vous-même ou alors vous demandez conseil à des personnes qui ont plus d'expérience. Mais comme disait Arnaud, c'est vraiment du travail de on se pose des questions, on réfléchit à quel est le besoin, quelle serait la meilleure solution. On essaie de regarder les documentations qui existent, les réglementations aussi. Et on voit comment est-ce qu'on peut faire ça de façon pas trop lourde, parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne un méga chantier, parce que si la solution elle est disproportionnée, ça veut dire que le besoin, peut-être il faut y réfléchir. Et donc voilà, il n'y a pas de tuto comment rendre son site accessible en 10 étapes, clairement. Mais il y a tout plein de petites solutions et beaucoup de réflexions par contre. Donc c'est un chantier de tous les jours, quoi. Très bien, merci. Oui, je vois une question là-bas. On a eu la question en formation avec Alexis. Oui, mais là, si je corresponds à la règle d'accessibilité, alors au niveau du SEO, je suis pas bien, etc. Et en réalité, ce que nous répondait la formatrice, c'est que il faut revoir ses priorités. C'est-à-dire que l'humain devrait être plus important. En revanche, en rentrant vraiment dans le comment est-ce qu'on fait un site accessible, on se rend compte qu'en réalité, l'accessibilité sert quand même en grande partie le SEO. Ça permet d'éclaircir les sites, de ne pas surcharger, par exemple, avec des textes alternatifs inutiles, ou alors de bien les renseigner. Donc, il y a des choix à faire. Et en fait, on ne pourra pas être 100% SEO, 100% d'accessibilité. Il faudra faire des choix. Nous, on préfère faire des choix du côté de l'humain. Mais effectivement, on sait que les grosses machines telles que Google ne vont pas forcément valoriser ces efforts-là. Mais encore une fois, tout est question d'équilibre et de cas particuliers. Globalement, c'est quand même plutôt un cercle vertueux, hein. C'est-à-dire que quand on tend vers de la qualité, en fait, on normalise aussi. Donc, en fait, les outils, genre les lecteurs d'écran, en fait, ils utilisent des normes. Donc, en fait, plus on est proche du HTML sémantique, par exemple, déjà rien que ça,
Et en fait, on va grandement optimiser l'accessibilité et grandement optimiser aussi le référencement, donc le SEO. Donc, ça sera mis en valeur par les moteurs de recherche. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a une intention directe de la part des moteurs de recherche pour favoriser l'indexation des sites accessibles. Mais comme ça va globalement dans le même sens, intrinsèquement, oui. Ouais. C'est certainement les deux. C'est de toute façon bien d'avoir des professionnels bien formés. Aujourd'hui, les amendes ne tombent pas. Ça fait des années qu'elles ne tombent pas. Et donc, résultat, les gens peuvent continuer, les organisations peuvent continuer à se concentrer sur la maximisation de leurs profits et recruter des gens qui ne savent pas forcément faire des sites accessibles, à ne pas financer d'audit, à ne pas financer de processus d'amélioration continue, à ne pas intégrer dans les équipes de travail des personnes en situation de handicap. Donc, est-ce qu'on va arriver en étant mieux formés à améliorer? Oui, on va arriver, parce que notamment les devs qui portent beaucoup, les devs front, s'ils font du meilleur code, ça fera des meilleurs sites. Ils vont pouvoir aussi parler autour d'eux, et elles vont pouvoir parler autour d'elles des enjeux d'accessibilité, du fait que ce n'est pas une option ou un truc qu'on fait en plus, c'est juste du web normal. Mais si les entreprises, à un moment, ne sont pas tapées en termes de risque au niveau financier, en fait, elles vont continuer, une très grande partie vont continuer. Et par ailleurs, d'ailleurs, c'est les mêmes entreprises qui vont, dans leur rapport sur leur responsabilité sociale et environnementale ou leur performance extra-financière, qui vont revendiquer des actions pour l'inclusivité, etc. C'est juste, en fait, pas honnête du tout. Et voilà, il faut les deux. Il y avait d'autres questions? Ça va changer, mais actuellement, en gros, il n'y a pas de police de l'accessibilité. Ce qui va se passer, c'est que l'autorité en charge de l'attribution de ces amendes va changer d'ici 2025. Donc là, la législation est en train d'évoluer. Globalement, en 2030, il faut encore attendre 2030, il y aura une véritable obligation d'accessibilité, cette fois valable pour les sites publics, pour les sites privés, également dans des proportions d'entreprises, comme disait Arnaud, qui vont être beaucoup plus vastes, c'est-à-dire que les petites entreprises seront concernées dans des proportions évidemment humaines. Mais en tout cas, c'est parce qu'il n'y a pas d'autorité compétente en la matière. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit tel organisme de l'État va se charger d'attribuer ces amendes. Il n'y a personne. Il y a une législation qui dit il y a des amendes, il n'y a personne il n'y a pas de policier pour mettre un tampon ou quoi. Ça va changer. Il me semble que c'est l'organisme de répression des fraudes à vérifier qui va s'en occuper. Il me semble que c'était ça qu'elle nous avait dit. Et donc, potentiellement, à partir de 2025, ça deviendra un peu plus sérieux à ce niveau-là. Oui, quelque chose. Il me semble qu'il y a plus aussi, donc au moins 25 000 € d'amende. Ce qui peut être assez gros pour une petite entreprise. Donc, ouais, tu voulais dire. Donc, selon vous, avec d'abord les formations qui commencent à être plus formées au niveau de l'accessibilité, c'est la législation qui est en train de changer, est-ce qu'on se dirige vers un futur accessible sur le web? Alors, il y a plusieurs directions. Je ne dirais pas qu'il n'y a qu'une seule direction commune, parce qu'il y a aussi un web qui se fatigue à essayer de créer des métaverses et des expériences de fou pour vendre le dernier shampoing, machin truc, qui sont très très loin d'être accessibles, qui vont à l'opposé en fait d'un numérique accessible. Par contre, je pense que la sensibilisation auprès des communautés de développeurs, des contributeurs, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ça tend vraiment à s'améliorer. Et on le voit, en fait, on le constate au fur et à mesure des années des promotions MMI, par exemple, hein. Une grande sensibilité autour de ça.
Donc, ça fait plaisir et ça rassure un petit peu sur l'état du numérique et de l'accessibilité pour les prochaines années. Ouais. Merci. Oui, là-bas. Alors, ma perception à date, c'est que il va falloir enfin, ça dépasse la question juste du web, c'est la manière dont fonctionnent les organisations. En fait, avec un focus exclusif sur le profit financier, on va continuer à faire des organisations qui sont prédatrices. Et donc, il faut que d'autres types d'organisations, ce qu'on essaye de préfigurer avec Noesia, des structures qui ont une lucrativité limitée, qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire, s'emparent d'une partie des outils numériques. Et il faut d'autre part que l'État reprenne sa place. Non pas de minimiser, faire appel à des cabinets externes ou passer tout en numérique parce que ça fait des économies en termes de fonctionnaires, de nombre de fonctionnaires, mais être présent sur le terrain partout pour accompagner les personnes. Et comme je pense dans le cadre de cette question, il faut arrêter avec toutes les EdTech. Ça n'aide pas en fait. Pour enseigner, pour former des citoyens, des citoyennes, on n'a pas besoin de technologie, on a besoin d'humains. On a besoin d'enseignants, d'enseignantes qui sont sur le terrain. Et pour ça, il faut une valorisation de ce métier de l'enseignement, en fait. Et on n'a pas besoin de gadgets, de robots qui font ci ou ça, de plus de plateformes pour faire ça. Enfin, c'est juste des produits financiers déguisés. Donc, il faut, pour qu'on arrive à une situation peut-être soutenable, ça pose beaucoup de questions. Il est possible aussi qu'on ne puisse pas du tout se permettre tout ce numérique et que la chute soit beaucoup plus brutale. Je ne sais pas. En tout cas, si on se dit qu'on va garder une partie du monde numérique que l'on connaît aujourd'hui, qui ne peut pas intrinsèquement être vraiment de basse technologie. Il y a toujours une certaine intensité technologique avec le numérique. Ce sera certainement un numérique qui est porté par des structures beaucoup plus éthiques, beaucoup plus coopératives, et un numérique qui va s'articuler avec une présence de l'État sur le terrain très forte et avec des structures publiques valorisées, dans lesquelles les gens auront envie d'aller travailler. Voilà, il y a du boulot. On ne va pas tarder à conclure cette intervention, mais avant, j'aurais une dernière question. Alors, évidemment, malgré les règles RGAA, elles ne peuvent pas répondre à tous les handicaps. Alors, est-ce qu'il y a des handicaps particuliers, justement, qui posent problème, qui est très compliqué, en tout cas, à rendre accessible sur le web? Un type d'handicap, ouais. C'est assez difficile comme question parce que le contenu sur le web, il est déjà très varié, en fait, dans son format aussi. Et les handicaps aussi s'additionnent en fonction ou les situations de handicap s'additionnent. Donc, ça peut être tout un tas de... Je n'ai pas d'exemple, en tout cas, de handicap en particulier ou quoi. Auquel on puisse vraiment pas répondre. La présentation sur les interfaces directes tout à l'heure posait beaucoup de questions là-dessus. Il est clair que quelqu'un qui est totalement immobile, tétraplégique, on a beau mettre les balises sémantiques et tous les outils disponibles en HTML pour naviguer au clavier, ça ne changera rien. Donc, oui, il y a certainement des handicaps pour lesquels on ne peut rien faire. Le premier handicap qu'on ne peut pas qualifier certainement de handicap, mais je trouve quand même il faut le rappeler, c'est le premier tiers dont je parlais tout à l'heure, de personnes qui n'ont juste pas accès au numérique du tout. On peut faire le code le plus beau, le plus soigné du monde, pour une personne qui n'a pas d'ordinateur et pas de réseau, eh bien, ça n'est pas accessible. Mais du coup, pour ces personnes, plus que nous dirigeons vers un monde qui se dirige de plus en plus vers le numérique, l'idéal, comme vous avez dit, ce serait d'avoir une part qui n'est pas totalement numérique. Mais du coup, quelle est la solution face à ce monde qui devient de plus en plus numérique, puisque c'est de plus en plus compliqué? Il faut faire marche arrière. Il faut dénumériser une partie du monde.
En fait, il faut, à mon avis, pas enlever l'ensemble du numérique. Ça n'est pas, à mon avis, nécessaire. Il est possible que je ne dise pas ça dans 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'un monde partiellement numérique peut être à l'équilibre. En revanche, on ne peut pas du tout continuer cette course en avant à l'innovation, cette course en avant technologique. Il faut réfléchir les chemins technologiques qu'on prend par rapport à des besoins humains réels. Donc, se poser cette question qui est éminemment politique. Est-ce que ce besoin vaut la peine? Est-ce que les interfaces qu'on a entendues tout à l'heure et qui nécessitent des capteurs qu'il faut produire, de l'électricité, des modèles d'IA qu'il faut entraîner, est-ce que ça vaut la peine en fait? Est-ce qu'on souhaite y aller? Et donc, il faut dénumériser une partie du monde et avoir des endroits, des lieux physiques avec des personnes humaines qu'on peut aller voir pour demander, par exemple, ce qu'on va faire ensuite en termes d'orientation, pour demander de l'aide sur Parcoursup. Il faut des lieux avec des gens. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie.